Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Sed Zé, Makaïla Gebla et Willy Elfej Miabatoussa. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la semaine africaine de la vaccination. Et à cette occasion, gros plan sur la situation. 20% des enfants du continent africain ne sont toujours pas immunisés. Beaucoup de progrès ces dernières années dans l'accès à la vaccination, mais de nombreuses difficultés restent en effet à surmonter pour assurer un accès universel, à l'instar du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un sujet signé Corinne Kamzefen. Selon des projections confirmées par le Centre du virus du papillome humain en 2030, le cancer du col de l'utérus sera la cause de 443 000 décès, avec un taux impressionnant pour les femmes au sud du Sahara. En Afrique, le cancer du col de l'utérus avec le cancer du sein et le cancer primitif du foie sont les plus répandus. La 8e semaine africaine de la vaccination qui se déroule du 23 au 29 avril donne le prétexte pour plus de sensibilisation. Se mettre à un dépistage systématique annuel des lésions précancéreuses du col, on peut, je crois, parvenir à réduire cette incidence-là. Avec le coût de ces examens qui sont directement supportés par chaque malade dans notre pays et aussi le manque d'infrastructures sanitaires proches des populations. À côté du vaccin préventif, il y a la chirurgie, la radiothérapie ou encore la chimiothérapie qui aident à la guérison. Cependant, le cancer du col de l'utérus est généralement asymptomatique, ce qui retarde le dépistage dans de nombreux cas et compromet le processus de guérison. Les cas de maladies les plus répandus sont répertoriés chez les femmes du Malawi, du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe. Pour le Centre du virus du papillome humain, cette forte prévalence du cancer du col de l'utérus entrave les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle et l'amélioration de l'espérance de vie en Afrique. Au Cameroun, on estime qu'on a environ 3 000 nouveaux cas de cancer par an. Et si on a ces 3 000 nouveaux cas chaque année, environ presque 80 à 90% qui vont décéder parce qu'on les voit en stade où la lésion a envahi pratiquement tout le bassin. Véritable problème de santé publique, le cancer du col de l'utérus nécessite une mobilisation d'urgence. Plusieurs initiatives, à l'instar du Consortium africain de lutte contre le cancer du col de l'utérus ou encore la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, œuvrent depuis plusieurs années à la réduction de l'incidence de mortalité de cette maladie en Afrique. Alors sur la vaccination, de manière très globale, la vaccination en quelques chiffres, en 2014, 86% des enfants ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos ou encore la coqueluche, contre 5% seulement en 1974. Des progrès donc, mais des maladies très graves comme la rougeole ou encore le tétanos néonatal continuent de faire des ravages sur le continent. Willy Elfej, l'accès universel reste encore utopique sur le continent africain ou Je ne dirais pas qu'il est utopique, mais je dirais que c'est un objectif à atteindre. Un objectif à atteindre d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui jouent malheureusement contre nous en Afrique. C'est déjà le manque d'instituts sanitaires dignes de ce nom. L'accessibilité aussi, puisque tout le monde n'a pas les mêmes moyens d'accès aux soins de santé. Et aussi le troisième point, c'est celui de la sensibilisation, parce que l'un des facteurs aussi qui cause le plus de tort, j'ai envie de dire, c'est déjà aussi le fait que les personnes ne soient pas sensibilisées en amont sur le bien fondé déjà d'une part de ces vaccins. Quand on élargit par exemple au cancer du col de l'utérus dont il a été fait mention, c'est tout simplement scandaleux. Le docteur nous parlait de 3 000 nouveaux cas chaque année et il parle de 90% qui décèdent. Alors, bon, voilà, ça soulève quand même un certain nombre d'interrogations quant à la manière en fait d'informer justement ces femmes, puisque la particularité du cancer de l'utérus, il faut le rappeler, c'est quelque chose déjà qui ne se transmet pas, mais qui est facile à, on va dire, dévier dès lors où le dépistage se fait en amont. Donc, je pense que il faut c'est sur l'approfondissement de cette
situation, c'est beaucoup plus au niveau du fait de savoir parler à ces femmes et de leur faire comprendre que dans telle et telle situation, il vaudrait mieux y aller pour au moins vérifier si on n'est pas infecté et que la chose peut se juguler en amont. Makaïla Gebla. C'est une situation préoccupante, Zara, parce que j'imagine que si on voit la projection 2030, on estime à 443 000 femmes qui pourront mourir du cancer de l'utérus. C'est une situation assez inquiétante, non seulement du point de vue de la communauté scientifique mondiale, mais aussi du point de vue de l'Afrique qui est au cœur de ces préoccupations. Vous savez, les femmes ou bien les enfants sont souvent des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on a l'impression que l'accès universel à une couverture sanitaire saine dans nos pays échappe parce que c'est par faute d'une politique sanitaire adéquate à la dimension des attentes de nos populations et qu'aujourd'hui la vaccination pourrait certes couvrir les besoins de ces femmes, mais il faut effectivement renforcer et que les organisations internationales comme l'OMS qui sont déjà présentes sur le continent apportent vraiment une aide conséquente à nos pays. On a l'impression que souvent, quand on a vu avec le virus d'Ebola, ça a failli même complètement éradiquer la population de la Sierra Leone, en Guinée, etc. Alors, mais est-ce que, quand même, pour ce qui est de la vaccination, on voit que ça fait vraiment pratiquement une quarantaine d'années que cette question se pose. Oui. Et il y a quand même la présence des organisations internationales. Est-ce qu'il ne manque pas un accompagnement politique de la part des gouvernants des pays Justement, africains? Question légitime, parce qu'accompagnement politique en termes de personnel, d'équipement sanitaire, c'est ce qui manquait. Donc forcément, comme l'a dit Willy, il faut une politique globale, nationale, qui puisse quand même prendre en considération l'aide internationale, que ce soit qu'il y ait une jonction entre l'aide internationale et une politique nationale pour quand même éradiquer ces genres de phénomènes qui ont, comme vous l'avez dit, 40 ans quand même, qui dominent le continent africain. La situation reste quand même d'actualité et préoccupante. Alors effectivement, et on voit des pays comme l'île Maurice, le Rwanda, oui, qui parviennent très bien. En tout cas, maintenant, ce sont des pays qui assurent à 99% les vaccins de base que j'ai cités tout à l'heure. Maître Osé, vous y croyez, vous, à des avancées véritables dans cette question de la vaccination? Bon, moi je suis dubitatif là-dessus. D'abord, cela devrait entrer dans le cadre d'une politique globale de santé publique. C'est ça. Or, en Afrique, dans tous nos pays, à part les quelques exemples que nous connaissons, vous en avez cité deux, l'île Maurice et le Rwanda, il n'y a pas de volonté politique manifeste, n'est-ce pas, de faire soigner les Africains chez eux. Nos dirigeants ont ce chic de se faire soigner dans les capitales européennes. On délaisse son propre pays, on va se faire soigner ailleurs. Quand vous arrivez, vous faites un tour à l'hôpital américain de Neuilly, vous allez à Necker, à Paris, vous allez à l'hôpital Georges Pompidou, vous voyez toujours les mêmes, ceux qui ont le pouvoir économique, nos dirigeants, leurs descendants, leurs épouses et alliés. Voilà, c'est eux qui viennent se faire soigner ici. Pourquoi ne pas mettre en place, sur place, chez nous, des infrastructures de telle sorte que les Africains puissent se faire soigner chez eux? Donc cela interpelle d'un point de vue d'une politique de santé globale qui fait défaut. Donc ça, c'est ce que je voudrais dénoncer en premier. Ensuite, on peut parler de progrès, oui, mais je suis quand même un peu méfiant sur certains vaccins qu'on injecte à des enfants africains. On sait quand même que ça n'a pas toujours été positif. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela peut faire réfléchir quand même quelquefois. Sur le col de l'utérus, je me pose la question, on est quand même en 2018, au XXIe siècle, qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, nous constatons, et là je vais peut-être vous choquer directement, et puis les téléspectatrices, si il y a ce phénomène effectivement du cancer du col de l'utérus, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir est-ce que nos femmes, nos sœurs protègent véritablement leur intimité? Les filles sont en string,
Il y en a qui n'apportent même pas. Bon. Et oui, effectivement, je disais que j'allais choquer. Bon, alors, effectivement, voilà. il faut effectivement protéger le minimum l'entrée de l'intimité. Bon, voilà. Les maîtresés, c'est un peu plus que cela quand même. Oui, mais bon, c'est une opinion. Alors, je ne vais pas vous rejoindre sur ce terrain, malheureusement, je n'ai pas assez d'éléments. Mais en revanche, je reviendrai quand même sur la question de la sensibilisation et de la pédagogie. Il a posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais c'est avant tout aussi une question de savoir. Parce qu'on en voit dans nos pays des femmes qui meurent, et on découvre par la suite que c'était suite du fait qu'elle avait contracté le cancer du col de l'utérus. C'est scandaleux et je pense que ça doit aller crescendo avec notre éducation qui est aujourd'hui à terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fondamentaux passent d'abord par une transmission du savoir et surtout une mise en garde, mais qui se fait de manière un peu pédagogique. Alors, j'ai rebondi sur la même situation que récemment, je suivais une émission dans un média local français. C'est la préoccupation des médecins africains eux-mêmes qui ont constaté l'état dégradant de nos hôpitaux et qui, eux, disent, dans le même sens, interpellent nos dirigeants à apporter vraiment de soutien conséquent et une couverture maladie nationale, universelle au niveau continental. Et ça, c'est le point de vue même des médecins africains qui critiquent l'état de lieu, qui ont fait un constat dramatique de nos hôpitaux. Donc vraiment, comme vous l'avez dit, Zahra, tout à l'heure, 40 ans après, il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on diagnostique nos hôpitaux africains, diagnostique l'état de santé africain pour vraiment amorcer une véritable politique nationale sanitaire. Sans cela, ou continentale, je dirais sanitaire, sans cela, je pense que ça va être toujours un cycle infernal et de recommencement. Je pense qu'il est impératif que nous, comme tu l'as dit, maître, c'est que quand on voit nos dirigeants venir dans des hôpitaux prestigieux, que ce soit en France ou bien dans les pays du Maghreb, ça nous interpelle aussi. Maître Osé, finalement, c'est l'hôpital africain qui va mal de manière très globale. C'est la santé publique qui est négligée. Et donc, je pense, moi, je trouve scandaleux que nos dirigeants ne se préoccupent pas de la santé de leurs concitoyens. Quand on est élu, c'est pour le bien-être du peuple. Et j'ajouterai également qu'il y a deux secteurs importants, c'est l'éducation et la santé. Oui. Et on ne peut pas parler d'un développement d'un peuple sans mettre un curseur sur la santé. Ça doit aller de pair, oui. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Une question extrêmement importante et nous en parlerons dans nos prochaines émissions. Sedze, un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat et également très engagé sur les questions relatives au panafricanisme. Makaïla Gebla, merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur. Willy Elfej, Miabatoussa, un grand merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée. Merci Zahra. Merci, mais c'est passé vite.